Avant de vous faire vivre cette aventure, nous vous invitons à venir avec nous à la découverte de ces lieux désormais solitaires et silencieux, où tout a véritablement commencé. Nous sommes sur la rive turque du détroit des Dardanelles. Voici la plaine de Troie, où se déroulèrent il y a quelque 3000 ans les combats fabuleux que nous raconte Homère. Ces pierres sur la colline sont tout ce qui reste de la ville. Si l'on visite ces ruines, on découvre les traces de 9 cités successivement édifiées l'une sur l'autre. La première, à peine décelable dans les couches inférieures des fouilles, n'était guère qu'un village néolithique. L'avant-dernière fut une grande forteresse de l'époque mycénienne aux solides murailles. Celle que chanta Homère est la dernière. Elle était splendide et heureuse, avant d'être anéantie par les Achéens aux environs de l'an 1200 avant Jésus-Christ. Pourquoi fut-elle détruite? Si l'on en croit la tradition, pour une femme, Hélène, épouse de Ménélas, enlevée par le Troyen Paris. Il y eut probablement de toute autre raison, mais le temps les a perdus. Troie ne devait plus renaître. Le vent ensevelit ses vestiges sous le sable, et l'on en vint à douter qu'elle eût jamais existé. On en douta jusqu'à ce qu'un archéologue qui croyait en Homère ne la redécouvrît. C'était un Allemand nommé Schliemann, et cela se passait voici à peine 100 ans. En fouillant le sol, on retrouva alors la route sacrée qui conduisait à la citadelle, et les portes où Homère situa les 12 entretiens d'Hector et d'Andromaque. Aujourd'hui, le visiteur peut à nouveau imaginer ce qui se passa il y a si longtemps sur les rives du Scamandre. Et si, revenant vers l'Europe, il s'arrête au musée d'Athènes pour contempler les masques mortuaires d'or ciselés des héros mythologiques, il retrouve ces Achéens qui furent les conquérants de Troie, ceux-là même qui, après le massacre, entreprirent l'interminable et périlleux voyage de retour vers leur patrie. C'est ce que raconte l'Odyssée. Écoutez les mortels donner la faute aux dieux. Ils disent que de nous viennent tous leurs malheurs, lorsque par leur folie ils aggravent les maux que le destin, déjà, leur avait assignés. Ô notre père Zeus, fils du sage Cronos, mon cœur est déchiré de voir ainsi Ulysse souffrir 1000 tourments. Est-ce que son triste sort à ce point indiffère? Ne fut-il pas un temps où par ses sacrifices sur la plaine de Troie, il avait ta faveur? Oh ma fille Athéna, comment aurais-je pu l'oublier cet Ulysse qui de par son esprit l'emporte, et de beaucoup,
sur les autres mortels. Non, c'est Poséidon qui s'acharne à venger le Cyclope, son fils, le divin Polyphème aveuglé par Ulysse. Et sans le mettre à mort, il le tient éloigné de son île natale. Mais si nous tous ici décidons du retour de ce sage en Ithaque, Poséidon devra étouffer sa colère et subir notre avis, quoi qu'il puisse en penser. Si c'est la volonté des dieux qu'Ulysse en sa maison revienne, j'irai à Ithaque pour infuser la force en l'âme de son fils. Sur ces mots, Athéna, fille de Zeus, descend du sommet de l'Olympe et vient en Ithaque, où se trouve la maison d'Ulysse. Elle prend une apparence humaine, ainsi que le font le plus souvent les dieux, pour se montrer aux hommes. Elle se présente sous les traits de Mintès, le doge de Taphos. Dans la maison, une femme tisse une interminable toile. C'est Pénélope, la fidèle épouse d'Ulysse. Elle quitte rarement ce lieu qui fut sa chambre nuptiale, consacrant toutes ses pensées au souvenir de son mari, disparu depuis 20 ans. Redoutant ce que les dieux réservent à son fils et à elle-même. Sois le bienvenu, étranger. Je te salue. Viens, entre. Ma maison est la tienne. C'est donc toi, Télémaque. Tu es le fils d'Ulysse. Ma mère m'appelle ainsi. Mais ce nom, moi, je ne l'ai jamais encore entendu des lèvres d'Ulysse. Euryclée, un hôte nous est arrivé. Suis-moi, étranger. Euryclée, fille d'Ops, achetée comme esclave encore enfant, avait été la nourrice d'Ulysse. Télémaque l'appelait grand-mère. Pénélope, un étranger vient d'arriver. Télémaque l'a accueilli. Peut-être apporte-t-il des nouvelles d'Ulysse. Ne conserve pas trop d'espoir. Prends garde, Pénélope. Le monde est rempli de vagabonds qui voyagent sous de faux noms, inventent de belles histoires pour s'attirer la confiance des naïfs. Il fera comme les autres, comme tous ceux qui t'ont donné d'Ulysse les nouvelles que tu espérais. Je me nomme Mintès, chef des Taphos. Et mon navire est ancré dans la baie qui regarde de Samé au pied de la montagne. Alors tu connais Ithaque? Je la connais et même très bien en effet. J'y fus il y a des années l'hôte de ton père. J'ai entendu dire que ton père était de retour. Hélas non, ce qu'on t'a dit là est faux. On ne sait toujours rien de lui.
Qui sont tous ces gens-là? Ils déposent leurs armes au seuil du palais, mais se conduisent en maîtres. De plus, je vois qu'ils t'ignorent. Peut-être est-ce parce que moi-même les néglige. Sont-ils tes invités? Invités. Il en fut nombre dans cette maison alors qu'elle était respectée du temps de mon père. Mais comme tu peux le voir, le temps a bien changé la règle. Vivre dans cette honte est mon sort aujourd'hui. Regarde. Tous convoitent le trône. Ils viennent piller ma maison. Chaque jour un peu plus. Ces prétendants, ce sont des princes d'Ithaque et des îles voisines, Samé, Zante la forestière d'Ulishiu. Ils veulent ma mère pour épouse. Et ta mère est-elle obligée de reprendre époux? Elle ne voudrait pas, mais elle n'a pas le courage de s'y opposer. Je comprends sa faiblesse. Et cela dure depuis quand? Depuis assez de temps pour dévorer tous mes biens, et tu vois, c'est ce qu'ils font. Aujourd'hui encore, ils prendront un veau, égorgeront des animaux. Aujourd'hui, ils saliront la maison et en feront une porcherie. Ils feront tout pour souiller, pour offenser la maison d'Ulysse. Voleur, que non, pire, car le voleur fuit. Il a peur qu'on ne le découvre, le pourchasse, et même qu'on ne le tue à la fin. Mais cela, non, peu leur importe, il reste. Il y faudrait ton père. Mon père? Oui, qu'Ulysse à l'improviste se dresse au milieu du festin. Casque au front, bouclier, arc à la main. Quelles noces amères auraient ses prétendants? Non, étranger. Jamais il ne reviendra en sa maison. Je le crains. Le destin d'Ulysse est aux mains des dieux. Mais toi, entends-moi bien, écoute mon conseil. Va chercher la nouvelle. Et si de voix formelle tu apprends qu'il est mort, alors tu dresseras le marbre funéraire sur le rivage. Et puis tu donneras ta mère à un époux. Mais si d'une autre voix tu sais qu'il est vivant, Télémaque, je ne suis pas devin. Mais je sens en mon cœur qu'il en sera ainsi. Mais je dois partir, l'équipage m'attend. Je t'en prie, étranger, reste là. Fais comme je te dis, Télémaque, et sois fort. Attends, où dois-je aller? Affrète un bon navire et vogue vers Pylos. Là, tu verras Nestor, un ami de ton père. Athéna disparaît, tel un oiseau de mer. Mais la déesse a donné à Télémaque audace et énergie. Et surtout l'irrésistible désir de retrouver son père. Voilà que Troie fut prise et ses murs effacés. Mais voilà que Pallas fait peser sa vengeance sur les Achéens. Phénios chante ainsi la geste des héros danaens. Bien qu'il soit un aèdre fameux parmi les Achéens, il n'oserait pas le faire en la maison même d'Ulysse si les prétendants ne l'y avaient contraint. Pourquoi t'arrêtes-tu, Phénios? Est-ce parce que la reine est venue parmi nous? Pourquoi toujours chanter la funeste aventure? Mais à nous, elle plaît, Phénios. Pourtant, si tu le veux, prends un autre argument. Par exemple, l'amour. Mais que reproches-tu à Phémios, ma mère? Il nous donne récit du malheur des guerriers à leur retour de Troie. N'est-ce point arrivé? Et puis, tu sais bien que cela divertit fort nos hôtes en ce palais. Pourquoi es-tu ici? Où est cet étranger? Que veut-il? Porte-t-il des nouvelles? Mais quelles nouvelles attends-tu? L'étranger est parti. Qui était-il? Pourquoi ne pas le dire à ta mère? Ma mère a le travers de prendre pour devin les étrangers qui passent et se laissent tromper par leurs propos flatteurs. Dois-je l'encourager? Télémaque, aie pitié de ta mère. Pour cela, trop nombreux sont les gens qui me raillent. Toi, ne sois pas cruel.
Veux-tu que je retourne chez mon père? Est-ce là le chemin que te dicte ton cœur? Où sont tes espérances et que fais-tu des miennes? Combien de temps encore, abreuvé d'insolence, devrais-je supporter ma honte quotidienne? Retourne dans ta chambre et reste le plus loin possible de leurs yeux, ma mère. Par la grâce des dieux, en ce jour, j'ai appris que l'enfant que j'étais laissait la place à l'homme. Et que dès cet instant, je devais agir en maître. Écoutez-moi tous, prétendants de ma mère. Je convoque le peuple demain en assemblée. Et compte vous y voir. Par Zeus, quel aiguillon a piqué Télémaque, l'Assemblée? Qu'est-ce que cette histoire de l'Assemblée d'un coup à l'improviste? Qui aurait pu lui suggérer? Qu'est-ce qui te préoccupe? Il s'agit là rien moins qu'un caprice d'enfant. Il joue à l'Assemblée. Soyons nous-mêmes alors ses compagnons de jeu. Allons à l'Assemblée. Je n'aime pas beaucoup pour ma part les surprises. Moi non plus. Mais du peuple, il n'y en aura pas. Puis de toute façon, nous garderons nos armes, lesquelles, à nos avis, donneront beaucoup plus de poids. Phémios. Phémios. Continue. Oh, infiniment d'or, d'esclaves et de chevaux, mais aussi des chèvres étaient sur les ponts. Précieux butin que chaque navire allait emmener. Certains d'entre eux, hélas, embarqués sans savoir l'ire d'un dieu vengeur avec la cargaison. Les batailles avaient fait couler trop de sang. Ajax part le premier, mais se heurte au récif. Avec son équipage, il plonge dans l'abîme. Ménélas, à son tour, rencontre la tempête. Il voit périr plus d'un navire sous ses yeux. Mais pour Agamemnon, heureux est le voyage. Il débarque sans heurts. On l'accueille en héros. Tout le palais l'attend. C'est l'honneur, c'est la gloire. Alors tout lui est dû. Il est l'égal des dieux, même plus pour les courtisans qui de son fait pensent tirer quelque profit. Égiste le transperce de son épée. Il fut noyé dans son sang. Les rois eux-mêmes ne peuvent rien changer à la décision des dieux. À la nuit, chacun des prétendants regagne enfin sa propre maison. Télémaque ferme les portes du palais. Toi que j'ai élevé comme est fait pour ton père, je connais depuis longtemps cette famille. Et bien qu'esclave en cette maison à l'égal de l'épouse, Laërte m'eût traité s'il n'avait redouté les scènes conjugales et la jalousie. Mais pourquoi me dire cela aujourd'hui, grand-mère? Parce qu'aujourd'hui, en toi, j'ai retrouvé ton père. À 20 ans que l'Assemblée n'a pas été convoquée en Ithaque. Et l'appel de Télémaque surprend les Achéens. Égyptios prend le premier la parole. Il est l'un des citoyens les plus influents de la ville. Il a appris qu'un étranger s'est présenté au palais et a parlé à Télémaque. Est-ce là le motif de la convocation? Peut-être a-t-il apporté quelques nouvelles sur l'armée disparue. Quoi qu'il en soit, nous sommes prêts à t'écouter. Télémaque veut nous dire des choses très graves, que nous ne devons pas ignorer. Qu'on lui donne le sceptre. Désormais, c'est un homme. Mentor avait reçu d'Ulysse, son ami, la charge de veiller sur Télémaque. Charge qu'il remplissait sans la moindre défaillance. Moi, je m'adresse ici à tous ceux d'entre vous qui ont connu mon père, ou du moins à ceux-là qui s'en souviennent encore. Et peut-être que tous ici l'ont oublié. Non, tu te trompes. Cette terre autrefois fut une terre heureuse, jusqu'au matin funeste où l'on vint nous dire qu'il fallait faire la guerre à la ville de Troie. Et pour notre malheur, nous avons obéi. Alors, sur les navires accompagnant Ulysse, on vit partir les meilleurs de nos fils. Non, nous ne l'avons pas oublié, Ulysse. Il nous doit des comptes. Arrêtez! Arrêtez, prince!
Vous ne pouvez porter les armes en l'Assemblée. Vous violez la liberté du peuple et la maison du roi. Mais de quel roi parles-tu? Voilà 20 ans, menteur, qu'on nous en a privés. Asseyez-vous, respectez l'Assemblée. Vous mettez vos espoirs en la mort de mon père. Vous tous, vous qui n'avez pas de respect pour la fidélité de ma mère et voulez la forcer à reprendre un époux. Ils sont là, chaque jour, occupant ma maison, dévorant mon bétail, s'enivrant de mon vin. Je n'ai pas la valeur de mon père, mais même si je l'avais, je ne pourrais tout seul les chasser. C'est pourquoi je vous en supplie, Achéens, aidez-moi. Il y va du renom d'Ithaque. L'honneur de ma maison, ne vous y trompez pas, et votre honneur à tous. Mais Ulysse a peut-être quelque dette envers vous qu'aux dépens de son fils désiriez satisfaire. Alors je vous engage à régler ce crédit avant que tous ces loups ne vous l'aient dévoré. Télémaque a raison. Ce n'est pas Télémaque que nous voulons contraindre, mais sa mère, qui depuis 3 années nous a fait des promesses à chacun d'entre nous. Tous nos dons ont été acceptés, puis rendus. Sans dire jamais non, on nous a fait dire attendre. Nous avons attendu. Alors sont arrivés jour après jour les princes des îles voisines, et puis de l'étranger, sans qu'on ne se décide. À qui la faute alors? Et puis elle inventa aussi le stratagème d'une toile sans fin, nous disant attendez. Attendez, voulez-vous jusqu'à ce que j'achève le linceul destiné au père de mon époux? C'est de tous le dernier des liens qui me rattache à Ulysse, à Laërte, à cette maison. Je ne voudrais pas que les femmes achéennes aient à me juger mal, me voyant retourner chez Icare, mon père, avant que d'accomplir cet ultime devoir. Nous avons respecté ce désir, mais voilà plus d'un an que la chose fut dite. Et que sur le métier, le linon paresseux s'étire. Cette femme a la perfidie dans l'âme. Ce que nous tous ici voulons de Télémaque est qu'il renvoie Pénélope chez Icare son père, qui lui préparera de nouvelles noces, et nous fera savoir dans le plus bref délai lequel des prétendants lui-même aura choisi. Pourquoi vous-même alors n'en faites la demande? Nous aller chez Icare, mais nous ne devons pas. C'est toi qui tout d'abord décides de l'affaire. Télémaque sait bien que le peuple d'Ithaque a grand besoin d'un roi. Je ne peux renvoyer ma mère chez Icare si tel n'est point son vœu. Alors nous resterons ici dans ta maison, jusqu'à ce que ta mère enfin ait décidé. Je ne puis l'obliger sans être un fils indigne. Et de surcroît, mon père... Et ton père est mort. Pense au nombre d'années passées depuis le jour où il a quitté Troie. Nul depuis lors n'a plus rien su de lui, jamais. Et même s'il vivait quelque part dans le monde, aujourd'hui je dis bien qu'après 10 ans passés, il est mort pour Ithaque, il est mort pour la reine, et il est mort pour nous parce que trop absent. Tu rouvres nos blessures, Eurymaque. Car si ce que tu as dit est vrai, nos fils aussi sont morts, ses compagnons d'Ulysse avec lui disparus. Il nous est dur d'y croire, mais malgré les années, l'espoir n'est pas mort. Nous devons encore espérer. Et si vous dites cela par pure ambition, j'invoquerai les dieux, réclamerai vengeance. Je les prierai pour qu'ils vous fassent tous périr. Voilà que tout arrive. Oui, tout ce que j'avais pu lire et découvrir, moi, dans les entrailles du taureau, lors du départ d'Ulysse. Je sais qu'après un retour viendra un massacre. Je dis que la 20e année sera de joie, mais aussi de ténèbres. Oh, c'est assez de sottises à prédire à tes fils. Mes prophéties à moi valent 100 fois les tiennes. Va, retourne chez toi. Eurymaque! Et vous tous, prétendants de ma mère, je ne vous prierai plus. Je vous demande une seule chose. Donnez-moi un bateau et quelques compagnons. Je partirai à la recherche de mon père. Si j'apprends qu'il est encore vivant, j'attendrai encore une année. Si je sais qu'il est mort, je dresserai ici la pierre tumulaire. Je renverrai ma mère chez Icare pour qu'il lui donne un mari. Écoutez-moi, peuple d'Ithaque. Je ne m'en prendrai pas aux princes prétendants qui usent avec arrogance de leurs privilèges. C'est leur tête qu'ils jouent si Ulysse revient. Mais je m'en prends à vous, les autres gens du peuple, qui restez là silencieux, sans un mot pour blâmer. Vous qui êtes nombreux. Aussi nombreux soient-ils, nous possédons les armes suffisantes à décourager le désir belliqueux de quiconque. Oui, même de ton père. Oui, Ulysse lui-même. Et je vous assure, moi, que Pénélope n'aurait pas à se réjouir pour son retour s'il voulait se dresser contre nous. Car nous le tuerions comme un chien. Dissolvons, citoyens, l'inutile assemblée. Tous vite, sortez. Que chacun d'entre vous retourne à son ouvrage. Tous dehors. Constatant l'échec des débats,
Athéna décide de prendre l'apparence de Mentor. Il y a de nombreux navires dans les ports d'Ithaque, pense-t-elle. Je vais choisir le meilleur pour Télémaque. Télémaque, illustre orateur. Viens donc boire avec nous, tu verras. On te le donnera, ton navire, et ainsi tu pourras partir à la recherche de ton père. Ce voyage, je le ferai. Et même sans vos navires. Télémaque, serait-ce que vraiment tu souhaites notre mort? Vas-tu nous jeter à tes chiens au retour du voyage? Non, mais il se rendra en Épire acheter du poison pour mettre en notre vin. Mais songe à la fatigue que tu nous donnerais à partager tes biens si tu nous revenais du voyage. Pas ta maison, bien sûr, puisqu'elle appartiendrait à celui d'entre nous que choisirait ta mère. Toi qui hier encore est venu honorer ma maison. Toi qui as su donner à mon cœur l'espoir et le courage de m'en aller au loin. Fais que je puisse revenir en Ithaque. Je t'en prie. Je t'en prie. Aide-moi. Que fais-tu ici? J'attends un navire. Un navire? Pourquoi? Bien sûr. Tu crois aussi que je suis un enfant. Je vais partir en voyage. Je dois aller à Pylos, chez Nestor. Lui aussi était à Troie. Si quelqu'un peut savoir quelque chose, ce sera lui, certainement. Ulysse est mort, mon fils. Qu'irais-tu chercher là? Et pense bien que si vraiment tu t'en allais, quelque embûche mortelle t'attendrait au retour. Reste ici, Télémaque, et défends ta maison. Ce serait un grand malheur que toi aussi tu te perdes comme Ulysse. Tu n'en diras rien à personne. Jure-le. Même pas à ta mère? Même pas à elle. À moins que par trop elle ne s'inquiète. Je ne voudrais pas que les larmes fanent sa beauté. Le navire, choisi par la déesse, glisse sur le chenal. Le soleil disparaît lentement à l'horizon. Bientôt il fera nuit. Toujours sous les traits de Mentor, Athéna dirige vers Télémaque le bateau attendu. Elle l'a pourvu d'un bon équipage et fait emplir ses cales de vivres. Le vent gonfle la voile. Les marins sortent une outre de vin pour boire à la gloire des dieux. Dans le palais, cependant, comme chaque nuit depuis 20 ans, Pénélope est revenue au métier pour défaire la toile qu'elle a tissée durant le jour. Aidez-moi. Télémaque n'est pas là, il n'est pas rentré. Pénélope avait élevé Mélanthios comme sa propre fille. Hélas, elle n'était pas payée en retour, car Mélanthios était ami d'Antinos.
Voici donc dévoilée l'imposture. Cette toile que l'on tissait le jour et défilait pendant la nuit, c'est ta façon de respecter tes promesses. Elle a fait une toile, là, plus que suffisante pour le corps de Laërte. Me voici découverte et bien obligée à présent d'achever cette toile. Comment pourrais-je ensuite éviter le mariage? Quelle ruse trouver? Le soleil montait de la mer calme, faisant resplendir de son or le firmament des dieux et la terre des hommes. Le vaisseau arrive en vue de Pylos, patrie de Nestor, le plus âgé des vainqueurs de Troie. Plus heureux qu'Ulysse, Nestor avait pu depuis longtemps regagner son pays natal. Ce matin-là, justement, Nestor et sa famille offraient un sacrifice au frère de Zeus, le dieu Poséidon, qui règne sur la mer. Nestor achevait les préparatifs. Ses fils amènent le taureau noir. Thrasymède apporte une hache affilée. Les sombres jours passés sous les remparts de Troie. Là-bas sont demeurés les meilleurs d'entre nous. Achille, Ajax, Patrocle et mon fils Antiloque, compagnon d'Ulysse. Cette guerre fut longue. 9 ans d'un même cœur, nous avons combattu Troie et ses alliés. Si la victoire fut enfin le fruit de notre habileté, Zeus surtout nous permit l'entreprise, donnant à nos esprits l'idée du stratagème. Mais durant ces années, personne n'a jamais pu égaler ton père en ingéniosité, en force d'âme, en ruse. Tu ne l'as pas connu. Aussi je veux que tu saches combien intarissable était partout, à tous instants, le cours de son esprit. Mais plus encore peut-être ce que j'aimais en lui fut la grande prudence de son cœur. Jamais entre nous deux il n'y eut mésentente. Et cette étroite union avait sur nos guerriers une heureuse influence. Mais hélas, quand la ville fut détruite et que des richesses et des femmes nous eûmes fait partage, un dieu nous désunit. Zeus nous réserva un retour funeste. Parce que dans la victoire, nous n'avions pas su être raisonnables ni justes. Parmi nous, il sema la discorde. D'aucuns, tel Ménélas, prêchaient un prompt retour, alors qu'Agamemnon, entre autres, voulait prendre le temps de préparer pour la fille de Zeus un sacrifice afin d'apaiser son courroux. C'était faire bien peu de cas des immortels. Après 1000 palabres,
Tous ceux de Ménélas partirent et la flotte d'Agamemnon resta échouée sur la plage. Puis ce fut Ténédos. Dans un sacrifice, nous demandions le chemin du retour. Mais la colère de Zeus restait toujours la même. Longtemps après, nous arrivâmes à Lesbos et sans avoir eu trop de pertes à subir. Une querelle éclata, de dire entre qui. Je ne m'en souviens pas. Mais je sais qu'après ce nouveau coup, une peur atroce s'était emparée de nous tous. Nous ne savions plus alors que faire pour fléchir la rigueur des dieux. Diomède et moi, nous nous enfuîmes au plus tôt, mettant cap sur le bey. Quelques brises divines alors nous ramena. À l'inverse, ton père, lui, décida de retourner au rivage de Troie pour prêcher la sagesse au roi Agamemnon. Et nul depuis lors, jamais, n'a plus rien su de lui. Voilà un de mes fils que tu ne connais pas encore. Salut le fils d'Ulysse, Télémaque. Et maintenant, écoute. Les raisons qui t'ont poussé à ce voyage sont louables. Malheureusement, moi je n'en puis dire plus. Mais je connais quelqu'un peut-être qui pourrait en savoir davantage sur le sort de ton père. Ménélas qui de tous est rentré le dernier. Il voyagea longtemps, connu de lointains rivages où ton père peut-être était déjà passé. Va donc trouver ce sage. Mes fils te conduiront. Vous pouvez, si tu veux, partir demain à l'aube. C'est donc toi qui as cédé le bateau à Télémaque. Volontairement ou pas? Mais pour quelle raison lui aurais-je refusé? Qui te l'a demandé? Je ne m'en souviens pas. Fais un léger effort. Ne serais-je donc plus libre de céder un navire à qui je veux? Quand Noémon dit avoir vu un dieu sur le navire, ils se mettent à rire. La brise alors Mais change. bientôt la rage envahit leur cœur. Antinos surtout est furieux. Ne provoquez pas leur vengeance. Je le lui ai donné de grand cœur, ce navire. Et nombreux furent ceux qui, avec lui, voulaient partir. Fasse les dieux qu'il nous retrouve Ulysse, que l'on soit délivré de tous ces arrogants. Le vin de Télémaque que de s'inquiéter du fait qu'il est parti. Je bois à son naufrage. Vraiment, ce nourrisson est un bel insolent. S'il n'en tenait qu'à moi depuis longtemps, il serait retourné au royaume des ombres. Combien sont partis avec lui? Et pour le navire, qui sont ceux qui l'ont aidé? Ah, nous aurions dû le supprimer avant l'Assemblée, mais voilà. Vous ne pouvez pas imaginer que Télémaque... Mais pourquoi pensez-vous tous que Télémaque puisse devenir dangereux? Qu'en savons-nous? Un jour peut-être. D'accord, il s'en est allé sur le continent, mais nous savons fort bien que personne ne voudra là-bas se dresser contre nous. Un navire et nous attendrons son retour entre Ithaque et Samé. Alors Télémaque, je pense, ne reverra pas sa maison. Médon, le héros, se rend auprès de Pénélope. Qu'as-tu donc à me dire, toi? Quelques nouvelles prétentions, je pense. Tes nouveaux maîtres se plaindraient-ils de mon hospitalité, peut-être? Non, ma reine. Je suis ici seulement pour te prouver ma fidélité. Fidélité? Quelle fidélité? Sait-on encore ce que c'est? Tu as oublié, toi, comme tous les autres, la bonté, la générosité d'Ulysse. Je suis venu te dire que ton fils est parti. Télémaque est parti hier soir sur un navire, mais je ne sais pas où il est allé. Quoi? Maudit! Aucune ne m'a prévenu, aucune! Oh, chienne maudite! Punis-moi! Moi seul je savais. Il m'avait fait promettre de ne rien te dire, il ne voulait pas que les larmes fanent ton visage. Il est parti. Pourquoi? Pourquoi donc? Sur un navire,
Où donc est-il allé? Il est trop jeune encore pour guider un navire. Reine, outre ce que tu crains, un péril bien plus précis le menace. Les princes prétendants ont décidé sa mort, l'embuscade est prévue. À son retour, entre Ithaque et Samé. Pourquoi est-il parti? D'abord le père, puis le fils. Pourquoi n'a-t-il rien voulu me dire? Pourquoi est-il parti enfin? Pourquoi? Il ne faut pas désespérer, ma reine. Il a fait ce que tout autre fils aurait fait. Il est allé à la recherche de son père. N'aie crainte, il reviendra bientôt. Mais s'en aller ainsi, partir sans rien me dire. Non, il ne devait pas ainsi me laisser seule. Je voudrais qu'il ne fût jamais né. La mort à tous instants le guette. Toi, fille de Zeus. Toi, fille de Zeus. Athéna. Écoute. Sauve mon fils. Sauve mon enfant. Sauve son enfant. Sauve son enfant. Sauve son enfant. Sauve mon enfant. Sauve-le. Sauve mon enfant. Sauve mon enfant. Sauve son enfant. Télémaque et le fils de Nestor arrivent au rempart de Sparte. Sparte où règne Ménélas. As-tu déjà vu ville aussi grande? Je vois une vraie ville pour la première fois. Et tu vas voir aussi Hélène. Hélène les accueille. Hélène pour qui tous les princes de la terre avaient rivalisé. Pour qui Ménélas, entre tous, avait été choisi. Hélène, fille de Léda, engendrée par Zeus. Hélène, la funeste. Quelle nouvelle de Pylos nous apportes-tu? Le souvenir de ton père Nestor est toujours cher à mon cœur. Je t'amène un hôte. Il vient d'Ithaque. C'est le fils d'Ulysse. Laisse-moi le plaisir de dire son nom.
Je sais que tu t'appelles Télémaque. Je veux par là te démontrer que je n'ai pas oublié ton père. Pas plus que tous ceux qui, pour moi, quittèrent leur patrie. Ces princes achéens qui, laissant leur pays, affrontèrent la mer pour venir jusqu'à Troie. Bien trop nombreux sont ceux qui trouvèrent la mort. C'est ma faute si tu n'as jamais pu encore connaître ton père. Pourquoi me dis-tu cela, Hélène? Il est mort? Je ne sais pas. Je ne sais d'ailleurs que très peu de ce qui se passe actuellement. Je ne peux seulement que parler des choses du passé, Télémaque. Je peux te dire où et comment j'ai vu Ulysse pour la dernière fois. Mon père a donné le conseil de demander à Ménélas s'il avait entendu dire quelque chose d'Ulysse. Son retour est récent et il a, paraît-il, pendant ce long voyage, rencontré bien des peuples et vu bien des pays. Oui, peut-être c'est-il. Venez avec moi. Hanté de sombres pensées, Ménélas faisait préparer son masque funéraire. Comme Ulysse, il avait erré longtemps sur la mer avant de retrouver sa terre natale. 8 années de péril et d'incertitude avaient consumé sa jeunesse. En outre, la disparition d'Ulysse lui paraissait un funeste présage quant au sort de tous les princes achéens. Eh bien, voici qu'arrive en ma maison le fils d'un ami très cher, le plus cher de tous mes amis. Sois le bienvenu, mon garçon. Laisse-moi te regarder encore. Le fils d'Ulysse. Il a besoin de toi, Ménélas. Le sage Nestor lui a conseillé de venir jusqu'à toi pour avoir des nouvelles de son père. Il est toujours de bons conseils, le sage Nestor. Ah, combien j'aurais voulu l'honorer, ton père. Je lui aurais donné une ville aussi grande que celle-ci. Je l'aurais enlevé à Ithaque et nous aurions vécu ensemble le restant des années que les dieux accordent à chacun de nous. Mais le destin en a décidé autrement. Cependant, il est inutile de parler de ces choses qui n'ont pas pu être. La maison de Télémaque est maintenant envahie par des gens qui le volent et le menacent. J'ai été informé de tout ce qui se passe à Ithaque. Mais toi, mon garçon, pourquoi le tolères-tu? Le peuple est-il contre toi? Ou contre ta mère? J'ai essayé de soulever le peuple, mais ils veulent un roi, pas un enfant. Voilà pourquoi je ne peux rien. N'importe qui dès maintenant est en mesure de s'emparer du trône, car ma mère ne peut résister seule. Personne ne peut l'aider. Il faudrait qu'Ulysse revienne. Ah, cette guerre. Combien elle fut néfaste. Et combien terribles en sont les conséquences. Regarde, les armes d'Agamemnon. Mon frère, perfidement tué au seuil de sa maison à son retour de Troie. Il n'a pas reçu la mort en combattant un ennemi digne de lui, non. Il n'a pas été englouti par la mer, comme bien des nôtres, non. Mais assassiné traîtreusement. Et moi, je n'ai plus de joie à régner sur ma terre. Voilà le prix que j'ai payé pour cette guerre que nous, Atrides, nous avons voulu. Que me caches-tu? Je sens qu'il y a autre chose. Pourquoi ne me dis-tu pas tout ce que tu sais sur mon père? Je m'adresse à toi, reine, je te demande, je te supplie. J'ai lu dans ton regard, dès notre rencontre, quelque amère vérité cachée sous l'accueil bienveillant. Je t'en prie, parle sans pitié. Je t'en prie. Si mon père est mort, dis-le-moi. Nous savons quelque chose sur ton père. Mais je ne sais, moi, si tu auras le courage nécessaire pour l'apprendre. Pourtant, puisqu'il en est ainsi, écoute-moi avec fermeté. Ton père est vivant. Mais c'est comme s'il était mort. Je dois cette assurance à Protée, le devin.
Il l'a vu prisonnier de la mer. Son navire est perdu. Ses compagnons sont morts. Il ne peut dès lors rentrer en sa patrie. À ce moment, Hélène verse dans le vin qu'il s'apprête à boire une drogue divine qui possède le pouvoir de calmer la douleur et la colère, apportant l'oubli des peines et des tourments. Buvez ce vin et écoutez-moi. Je vais vous conter des choses anciennes qui pourront peut-être aider à comprendre ce qui s'est passé. Je ne veux pas vous rappeler tous les exploits d'Ulysse, mais un que moi seul connais. Alors Hélène dit: C'était la dernière année. La dernière de Troie. J'attendais que les armes décident du vainqueur, anxieuse du sort qui me serait réservé une fois la victoire acquise. J'étais dans le temple d'Apollon, où Cassandre offrait un sacrifice aux dieux afin qu'il nous soit pitoyable. Oh, Apollon, toi qui de tous les dieux restes le seul ami de cette ville malheureuse, dis-moi ce que tu sais. On me recherche, je suis en fuite. Laisse-moi reposer un moment. Je ne te veux aucun mal. Aide-moi. Qui es-tu? D'où viens-tu? Je suis un soldat phrygien. Un allié de Troie. Je combats avec vous depuis de nombreuses années pour défendre la ville contre les Achéens. Cette nuit, j'étais entraîné sans le vouloir dans une rixe entre soldats. Je me suis échappé non sans peine. Dans ce temple, personne n'osera me chercher. Mais tu es couvert de blessures. Et ton visage est un masque de sang. Tu me fais peur. Mais peut-être est-ce moi qui vois toujours du sang autour de moi. Non, celui-là est bien réel. La guerre n'épargne personne, même pas le misérable que je suis. Pourrais-tu me donner quelque chose? Pauvre soldat, malheureusement je n'ai rien à t'offrir, non, hélas, excepté un conseil. Va, fuis si tu le peux. Va-t'en bien loin de cette ville condamnée par les dieux, cette ville déjà pleine de morts. Pourquoi dis-tu cela? Serait-ce un oracle qui parle en toi? Ne me connais-tu pas? Nul ne t'aurait parlé jusqu'ici de Cassandre, la fille de Priam. C'est le dieu Apollon qui parle par ma bouche. Mais personne ne l'écoute. Moi, je t'écouterai. Mais pourrais-je te croire? Tu dis la ville condamnée, alors que ces hautes murailles sont là intactes, imprenables. Voilà 9 ans déjà que la ville résiste. Il n'y a pas assez de soldats achéens pour que l'on puisse voir tomber cette cité. Il suffira d'un seul pour la mettre à genoux. Mais quoi? Serait-ce alors qu'elle manque de vivres? Ou qu'elle manque d'eau? Est-ce une pestilence qui décime le peuple? Oh, écoute, Cassandre. Qu'il y en ait un au moins qui, écoutant Cassandre, puisse entendre Apollon. Arrête, étranger. Moi, je ne crains pas ta vue. Ton visage est baigné de sang, mais les blessures sont étranges. Il semblerait que tu te les sois infligées toi-même. Pourquoi crains-tu que l'on te reconnaisse? Tu ne peux me tromper comme a fait pour Cassandre. Tu n'es pas un Phrygien, un allié de Troie. Tu es un ennemi, furtivement entré dans la ville, mêlé, j'imagine, aux blessés. Tu es venu pour tendre quelques pièges. Et puis tu parais être une ombre surgie d'un passé lointain. Tu jaillis de la nuit sous un horrible masque de sang, mais je sais. Tu es Ulysse. Je te reconnais là, c'est bien toi. Et je tremble, non pas à ta vue, mais parce que tu es entré dans la cité. Je t'avais suivi, me demandant si tu aurais l'audace de pénétrer dans le temple, si proche de la maison de Priam. Et pourquoi faire? Pourquoi? Parce que j'étais sûr de te trouver ici. Parce que je sais que tu voudras te cacher ici. Lorsque la ville sera conquise et que ton époux viendra toucher le prix de sa victoire,
Ce que tu me dis là n'arrivera jamais. À moins que les Troyens ne se vengent d'abord sur toi de ces années funestes qu'ils te doivent. Tu es venu, toi, en espion. Je t'ai entendu. Tu as profité de l'innocence de Cassandre afin d'apprendre les choses que tu ne peux savoir sur la ville et sur les soldats. Je te ferai tuer. Non. Tu ne le feras pas parce que tu es grec. Et grec, tu es resté en ton cœur, bien que nous ayons enduré 10 années de souffrance par ta faute. Laisse-moi. Va-t'en. Non, je ne veux plus t'entendre. Je ne te dénoncerai pas, mais je t'en prie, quitte ce temple. Et laisse-moi mon destin. Oh, laisse-moi mon destin, quel qu'il puisse être. Tu trembles. De qui aurais-tu peur? Tu es fille de Zeus. Hélène, si tu retournais à Ménélas, tout alors finirait. Non. Si tu savais combien j'ai pleuré la faute qu'Aphrodite jadis m'a poussée... La déesse Aphrodite ou bien ta passion? Lorsque les dieux disposent de nos vies, les passions ne comptent plus. Mais alors qu'est-ce qui te retient ici? Vois-tu, il est quelqu'un à la cité de Troie qui crut et croit toujours que le destin d'Hélène est digne de pitié. C'est le maître de cette maison, Priam. Priam, qui par ma faute a vu mourir ses fils. Il a perdu Hector. Il a perdu Paris. Et combien de valeureux Troyens. Que de morts, de sang et de larmes. Tu as entendu, Cassandre. Combien devront encore mourir? Du sang, toujours du sang. Et jamais, cependant, Priam ne m'a fait un reproche. Lorsque je vins avec Paris, il m'accueillit comme sa fille. Et de cette maison, je suis toujours la fille. Voilà pourquoi je resterai jusqu'à la fin. Si me parlant de fin, c'est à celle de Troie que tu penses, Laure, tu n'auras Hélène plus longtemps à attendre. Je n'ai pas voulu cette guerre, mais j'y fus contraint. Je veux à présent qu'elle finisse. Et par n'importe quel moyen. Tout ce que j'ai vu aujourd'hui dans la ville suffit à mon dessein. Quel est ton dessein, Ulysse? Tu as réputation d'être un homme rusé. Est-ce par ce travers que tu veux établir ta renommée future? Ce sont les actions des hommes qui m'auront poussé à faire ce choix. Et si je dois en subir la rigueur, je le ferai avec courage. Combien de fois cette décision a-t-elle pu depuis occuper son esprit? Peut-être en cet instant même, où qu'il soit. Retirée dans sa chambre, loin des bruits du festin, Pénélope s'inquiète pour Télémaque. Quand bien même les dieux le protégeraient tout au long de sa route, comment pourra-t-il affronter les prétendants à son retour? Et son cœur s'emplit d'angoisse. Elle finit pourtant par trouver le sommeil. Ses membres là se détendent. C'est le moment que choisit Athéna pour apparaître sous la forme d'Iphtimée, sœur de Pénélope. Pénélope, ne te lamente plus. Les dieux ne te veulent que du bien. Iphtimée, c'est toi? Oui, c'est bien moi, ta sœur. Il y a bien longtemps que je ne t'ai vue.
Tu demeures si loin. Pourquoi es-tu donc venu en Ithaque? Pourquoi? Mais pour t'assister. Alors tu sais que j'ai perdu mon mari et que mon fils m'a abandonné. Oui, je sais. Mais Pénélope, ne te désole pas. Conserve l'espoir. Mais j'ai peur. Les princes prétendants veulent me tuer Télémaque au retour. Ils vont lui tendre un piège entre Ithaque et Samé. Si tant est que les dieux encore aient bien voulu écarter de mon fils les périls du voyage, des choses de la mer. Il n'a pas l'expérience, c'est un enfant. De moi, il ne s'est jamais éloigné. N'aie plus de crainte, Pénélope. Athéna a eu pitié de toi et tu reverras Télémaque. Athéna? Tu peux entendre sa voix? Mais alors dis-moi, Ulysse, où est Ulysse? Après avoir été maintes fois pris dans la tempête, emporté par la houle et les vents contraires, poussé par la fureur d'Éole, écrasé par la colère de Poséidon, le radeau avait jusqu'ici résisté à tous les assauts. Ulysse conservait l'espoir au fond du cœur. Mais la mer, sans relâche, glisse entre les troncs, cherchant à dénouer les cordes qui les lient. Inlassablement, Ulysse les resserre. Parfois, la voile pend, inerte. Parfois, elle vibre et tend le mât à le rompre. Le vent, comme à plaisir, contrarie toutes les manœuvres. C'est une lutte sans fin, la nuit comme le jour. Mais chaque fois, le souvenir d'Ithaque redonne courage à Ulysse, qui veut à toute force retrouver Pénélope et connaître ce fils qu'il n'a jamais vu. Farouche, il livre une bataille après l'autre. Mais chaque fois, il se demande combien de temps pourrais-je encore résister? Combien de fois devrais-je subir cette lente agonie? Il y avait 17 jours que le radeau dérivait, à la merci du vent et des courants. Ulysse pouvait seulement constater qu'il se dirigeait vers l'Orient, où était sa patrie. Les premiers jours, il n'avait guère souffert que de la solitude. Au 10e jour s'y ajouta la soif.
brûlure du soleil, il craignit de perdre la raison. Maintenant, tout est fini, pensait-il. Il n'y a plus pour moi que l'abîme de la mort. Heureux ceux qui sont tombés sous les remparts de Troie. Si j'avais péri là-bas, frappé d'un coup de lance, j'aurais eu du moins les honneurs funèbres. Et les Achéens pourraient célébrer mon souvenir. Alors que personne, jamais, ne connaîtra ma fin lamentable. Le 18e jour, une terre apparaît qui lui semble au loin comme un bouclier posé sur l'horizon. Mais déjà, une nouvelle tempête se lève. Du haut du mont Solyme, Poséidon l'a aperçu et sa fureur redouble. Les dieux, pense-t-il, ont changé d'avis au sujet d'Ulysse et lui ont permis d'approcher une terre où ses maux prendront fin. Mais ma vengeance n'est pas assouvie. Il subira encore mon courroux. Et le dieu de la mer assemble les nuages et bouleverse les flots. Ulysse, averti par quelque voix divine, comprend alors que ses souffrances ne sont pas terminées. Poséidon déchaîne la mer. Il fait hurler l'Euros et le Notos. Arraché par une lame, Ulysse est emporté loin du radeau. Athéna coupe la route au vent. Elle apaise les flots et permet à Ulysse d'atteindre la côte. Il embrasse la terre. S'adressant au fleuve, il dit « J'arrive à toi, Seigneur, fuyant la mer. Qui que tu sois, je suis ton débiteur. Prends pitié de moi. » Et comme on cache des braises sous la cendre pour conserver le feu, Ulysse se recouvre de feuilles. Athéna lui procure un sommeil sans rêve, puis elle gagne la ville afin d'y préparer sa venue. Elle pénètre comme un souffle dans la chambre où dort Nausicaa, la fille d'Alkynos, et entre dans son rêve sous l'apparence d'une amie de la jeune fille. Nausicaa, ta mère t'aurait-elle fait négligente au point que tu puisses laisser ainsi le linge abandonné? Pense que tes noces approchent. Il faut que tu sois belle, que tes vêtements et ceux des gens du cortège soient éclatants. Beaucoup de jeunes fées assis un désir d'avoir pour femme. Dans peu de temps, tu te marieras. Il faut aller au fleuve dès l'aurore. Je t'accompagnerai et t'aiderai afin que cette tâche s'accomplisse plus vite. Tu feras apprêter les mules et la voiture dès le réveil. La route, tu le sais, est longue et la journée sera rude.
Surgissant des broussailles, hirsutes et salves, Ulysse épouvante les servantes qui s'enfuient. Seule Nausicaa demeure, encouragée par le souvenir de son rêve. Ulysse ne sait que faire. Se jeter aux genoux de la jeune fille ou la supplier de loin pour ne pas l'effrayer. Es-tu déesse ou mortelle? Ta beauté d'élabore te range chez les dieux. Es-tu une des filles immortelles de Zeus? Aurait-on déjà vu une fille de Zeus laver du linge dans le fleuve? Mais tu ne t'es pas enfui, toi. Tu n'as pas peur de moi? Peur? Non. Pourquoi aurais-je peur? Alors dis-moi, je t'en prie. Quel pays est le tien? Je fus au soir tombant jeté sur cette plage et ne sais pas comment j'ai pu jusqu'à ce jour résister à la mer. Aide-moi, je t'en prie. Je ne cache aucune perfidie en mon cœur et je ne suis pas un homme malveillant. Crois-moi, je t'en prie, aie pitié de moi. Lave-toi et habille-toi, mes servantes t'aideront. Après s'être lavé et habillé, Ulysse continue à se tenir à l'écart sur la plage. Ce n'est pas contre la volonté des dieux que cet homme a pu venir jusqu'à nous, se dit Nausicaa, et son aspect même ressemble à celui des immortels. Oh, si cela lui plaisait de rester et de vivre parmi nous. 3 fois bienheureux ton père et ta mère, 3 fois bienheureux tes frères. Mais bien plus encore celui qui un jour te conduira dans sa maison. Veux-tu manger? Oui. Mon nom est Nausicaa. Comment t'appelles-tu? Le peuple phéacien habite ce pays. Ne crains rien parmi nous. Je vais te conduire à mon père. Et qui est ton père? Alkinos, roi de ce peuple. Te défies-tu de moi? Non. Allons. Tu devras d'ici peu arrêter de nous suivre. Mais comment trouverai-je la ville? Tout seul et sans difficulté. Comprends-moi, je ne veux pas que l'on puisse dire « Regarde cet étranger conduit par Nausicaa. Que veut-elle faire de ce bel inconnu ?» Certains penseraient peut-être bien qu'elle veut l'épouser et diraient surtout que je suis allée au fleuve pour te rencontrer. Combien de jeunes phéaciens se sentiraient blessés dans leur orgueil? Dis-moi, pourrais-tu toi-même leur donner tort? Que penserais-tu d'une jeune fille en compagnie d'un étranger avant ses noces? Souviens-toi surtout, en arrivant au palais, c'est ma mère en premier que tu dois implorer. Fille de Zeus, toi qui longtemps me protégea, me fus sourde pourtant aux cris de ma détresse, lorsque Poséidon me tenait sous le joug. Daigne m'entendre enfin, et fais qu'Alkinos me reçoive en ami. La déesse écoute, sous les traits d'une jeune fille du pays. Mais craignant la colère de Poséidon, elle se contente de murmurer, sans se laisser voir.
Va sans t'inquiéter. Je guide ton chemin. Ne regarde et surtout ne pose à personne la moindre question avant d'arriver au palais. Te voici arrivé. C'est le palais du roi. Des Phéaciens t'y attendent, car tu as été vu, Ulysse, par beaucoup. Le peuple phéacien n'aime pas l'étranger, mais ce n'est que méfiance. Il voit aucune haine, à toi de les séduire. Tu auras à subir de nombreuses questions, on te regardera souvent avec surprise. Demeure courageux, conserve ton audace. Un homme audacieux peut toujours surmonter les obstacles en tout lieu, même inconnus de lui. Reine, je t'honore. Je viens à toi sans armes, sans intention hostile, et ne demande que ton hospitalité. Que toi, ton épouse et tes gens puissiez à jamais jouir de la bienveillance des dieux. Ô reine, au nom de Zeus, je demande ton aide. J'implore ta pitié. T'adresser dès l'abord à la reine et des sages. Son nom est Arrêté, fille de Rhexénor, le frère d'Alkynos, devenu son époux. Ils sont apparentés au dieu Poséidon par Péribée, la fille du fier Eurymedon, jadis roi des géants. Tu sais tout à présent de l'essence divine de ce que tu devras prier pour ton retour. Sois prudent et adroit. En Arrêté, tu peux avoir pleine confiance. Chacun du peuple roi ici lui rend hommage pour sa grande sagesse et son œuvre de paix. Ulysse est à jeun depuis de nombreux jours. Aussi, mettant à part les craintes de son cœur, il n'a pour le moment souci que de son corps. Et bien qu'il lui déplaise de boire et de manger alors que chacun le regarde, il comprend qu'il lui faut bien se livrer à la curiosité de ses hôtes s'il veut que ceux-ci mesurent sa détresse et apprécient combien il a besoin de leur secours.
Nous t'avons, étranger, accueilli comme un hôte envoyé par les dieux. Voudrais-tu à présent nous dire qui tu es, d'où tu viens et comment tu es arrivé jusqu'ici? Je suis simple navigateur, mon pays est lointain. Nombre d'événements et de mésaventures m'ont amené jusqu'à toi. J'entends bien, mais tu ne nous as pas encore dit ton nom. Le nom d'un naufragé. Mais qu'importe le nom de l'homme qui n'a plus de patrie ni de bien. Quel nom voulez-vous que j'aie? Je devine en son cœur dignité et noblesse. Tu es seul, as-tu dit? Oui, reine. Et où as-tu abordé la côte? Hier au couchant sur la plage, près des bouches du fleuve. Mais ton navire et tes compagnons? Je n'ai plus de compagnons ni de navire depuis longtemps. Et tu naviguais tout seul sur cette mer? C'est bien cela. Mais comment? Sur un radeau. 18 jours de voyage. Mais je n'avais plus d'eau, plus de vivres, plus rien. Tout était consommé. J'avais perdu l'espoir quand je vis votre terre. Mais d'où viens-tu donc, étranger? Il y a 8 ans, les vents et les courants marins poussèrent mon navire vers l'Occident, où il n'existe nulle terre habitée. Une tempête le brisa sur les récifs de l'île de Gigi et dispersa les restes. Tous mes compagnons ont péri. Moi, je fus recueilli par une déesse qui a pour nom Calypso. Si je suis encore vivant, c'est grâce aux soins qu'elle me prodigua. Seulement une fois rétablie, malgré mes prières, elle ne voulut plus me laisser partir. Puis, il y aura 20 jours, pour quelques raisons obscures, elle me dit d'aller et me donna les moyens de construire un radeau. Tu es un naufragé, c'est ce que tu as dit. Tu es venu sans guide au palais et la tunique que tu portes appartient à l'un de mes fils. Qui te l'a donnée? Alors, qui te l'a donnée? Ta fille. Ta fille, rencontrée ce matin, sur la plage, à l'heure où le soleil venait me réveiller. Elle fut la première à me prendre en pitié. Ma fille fut trompée par sa grande jeunesse. Elle-même aurait dû te conduire au palais au lieu de nous cacher l'instant de ta venue. Ne lui reproche rien. C'est moi qui l'en ai prié afin qu'elle n'encoure pas ta colère si ma présence t'avait déplu. C'est toi qui te trompes à présent. Personne en fait ainsi ne se met en colère sans raison. Mais tu en as pris le risque, c'est louable. Sache pourtant que l'hospitalité pour nous est d'un grand prix, car nous avons connu jadis la malveillance. Notre peuple en ce temps habitait dans une île à quelques bras de mer du pays des Cyclopes, mais ses proches voisins menaçaient constamment sa paix et sa vie même. Alors, mon père décida de transférer son peuple en un lieu éloigné de tous et de toute route maritime, sur cette île. Mais est-ce bien une île? Tu ne le seras jamais, étranger. Nous avons appelé cette terre chérie, mais nous n'avons pas donné aux sources, aux fleuves, aux montagnes, des noms qu'un voyageur peut indiquer à quelque autre. L'isolement que nous avons choisi est la rançon de notre paix. Le prix peut en paraître élevé, mais la paix n'a pas de prix. À présent, tu comprends pourquoi nous n'aimons pas qu'un étranger arrive ainsi à l'improviste. Père, cela s'est fait à cause d'un rêve. Non, ne dis rien. Ton père a raison. Comment un rêve? Tel un souffle d'air est entré dans ma chambre une indéfinissable présence. Et puis tout près de mon lit, j'ai entendu la voix de mon amie, la fille de Dinas, le grand armateur. Elle disait, Nausicaa, serais-tu négligente au point de laisser ton linge en cet état? Nous partirons dès demain matin et nous le laverons dans le fleuve. Et alors ce matin, je suis allée au fleuve. C'est là que j'ai rencontré l'étranger. Mais as-tu déjà rêvé ainsi? Jamais, non. Je ne sais pas qui tu es, mais c'est bien en revanche que les rêves donnés aux âmes innocentes sont messages des dieux. Un Dieu te protège et veut que parmi nous, tu sois le bienvenu.
Alkinoos, voyant que son hôte mystérieux ne s'est pas couché, et pensant que l'inquiétude tourmente son esprit, décide alors de donner à Ulysse quelques renseignements sur la Phéacie et sur son peuple. Tu ne dors pas, je vois. N'es-tu pas fatigué? Te reposer pourtant semblerait sage. Le ciel de Phéacie est très clair. C'est vrai, oui. Les étoiles ici sont toujours très brillantes. Le navigateur ne peut pas s'égarer sous notre ciel. Que de fois je les ai regardées, ces étoiles, quand je cherchais ma route, et que j'essayais en vain de me diriger vers le pays que je connais, vers ta patrie. Oui. Mais pourtant, elles ne m'ont pas amené jusque-là. Mais elles disent seulement que ce n'est pas très loin. L'inclinaison que prend le grand chariot l'indique sans erreur possible. Quoi qu'il en soit, les dieux veillaient sur toi, car il est périlleux d'aborder notre terre, alors que d'en partir est simple. D'ailleurs, l'adresse de nos marins est sans égale. Jamais sur cette mer, aucun ne se perdit. Pourquoi donc tes navires ont une main en proue? C'est une mise en garde. Ils n'obéissent pas à ceux dont les projets sont haïssables. Et pourquoi ce vaisseau construit en cet endroit? Il n'est pas destiné à affronter la mer. Il y a fort longtemps, mon père avait prédit qu'un de nos navires un jour amènerait en sa patrie un homme détesté de Poséidon. Ce qui pouvait attirer sur nous la colère de ce dieu redoutable. Alors fut décidé de construire ici même un navire en offrande à ce rude immortel.